bienvenue à vous tous et toutes. Je vous espère en pleine forme, surtout plein de clients nombreux et heureux. On est ici pour vous aider à faire les bons choix, à vous mettre en règle et surtout pour vous montrer la vivacité du secteur en Isère avec celles et ceux qui font comme vous, qui font bouger les lignes. Avec nous, votre présidente Danielle Chavant, bienvenue. Bonjour à tous. Et alors, en ce plein mois d'août, justement, on est bourré de couleurs et plein d'enthousiasme. Vous allez nous le faire partager ici avec Gaëtane Ducré. Bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes juge au prud'homme. Tout à fait, conseiller prud'homal. C'est ça. On va en apprendre un petit peu plus avec vous dans un petit instant. On va savoir notamment à quoi on s'expose quand on ne respecte pas ses obligations sociales. Notre invité, Patrick Astrug, vous êtes formateur en management et en gestion en hôtellerie. Restauration, soyez le bienvenu. On a beaucoup de choses à se dire avec vous aussi. Et Jacqueline Amirante, bienvenue, tout en couleur. Vous êtes responsable de la branche restauration à l'UMI 38 avec une expérience immense dans la restauration pendant près de 30 ans, c'est ça ? Oui, plus que 30 ans, oui. Ah oui, un peu plus. Vous allez tout nous dire tout à l'heure aussi sur cette question du management comme un levier pour recruter et pour fidéliser. Allez, on y va tout de suite avec le chiffre. Le chiffre, c'est 55. C'est le nombre grandissant de maîtres restaurateurs en Isère. N'attendez plus et rejoignez-les. Ce titre de maître restaurateur est un titre d'État qui récompense les savoir-faire du professionnel, tant en cuisine qu'en salle. Ces produits en Isère, 1000 pousses, ce sont 1000 idées avec une ferme agroécologique située à Grenoble qui produit une trentaine de variétés de micro-pousses, des fleurs comestibles, des aromates, des légumes. Les produits sont distribués directement dans vos locaux et dans toute l'agglomération grenobloise. Une livraison est également possible dans d'autres secteurs. Et notre rubrique syndicale, tout de suite, le point chaud, c'est sur le feu. Et les prud'hommes, ce n'est pas que le nom d'un procès, c'est une juridiction avec des juges qui tranchent sur les obligations sociales. Et si ça fait peur, eh bien c'est parce que ça coûte très cher en cas de non-respect. Gaëtane Ducré. Oui, tout à fait. Alors en fait, nous faisons face à des sujets très variés au prud'homme, et il y a quand même des sujets, un socle commun de problématiques qui reviennent dans nos professions. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités d'y remédier à l'avance. Tout d'abord, on fait souvent face à des sujets autour des heures supplémentaires. Et évidemment, ça peut être le cas dans notre profession parce que nous sommes un secteur d'activité qui dépend souvent du départ du client et non d'horaires fixes. Dans le cas précis, la charge de la preuve relève de la responsabilité de l'employeur et il doit démontrer la réalité de l'exécution des heures supplémentaires, des heures réellement réalisées. Si le salarié, souvent, on se rend compte qu'il transmet un relevé d'heures uniquement pour les besoins du dossier. Si l'employeur n'est pas en capacité de démontrer la réalité des heures réellement effectuées, eh bien, c'est le relevé du salarié qui sera retenu. Donc, je vous invite donc vraiment à faire signer les calendriers, les plannings de vos collaborateurs chaque semaine. C'est très, très important pour permettre à l'employeur de posséder un moyen de la réalité des heures réellement effectuées. Le formalisme est encore une fois vraiment souvent la clé de bon nombre de dossiers et je pense notamment au contrat à temps partiel. Je vous rappelle qu'il est impératif que les heures de travail et les plages horaires, le nombre d'heures et les plages horaires soient indiqués sur les contrats à temps partiel, faute de quoi le contrat pourra être requalifié en temps complet. L'esprit du législateur est de permettre aux collaborateurs qui travaillent à temps partiel dans vos entreprises et de pouvoir trouver un emploi complémentaire dans une autre entreprise. Mais si les plages horaires ne sont pas clairement indiquées chez vous, il est considéré comme mis à disposition pleinement et entièrement dans votre entreprise et ne lui permettant pas de pouvoir trouver un autre emploi dans une autre société. Donc ce formalisme est très très important, faute de quoi le contrat pourrait être qualifié avec des rappels d'heures en correspondant qui peut correspondre à un montant très très important. Donc là, encore une fois, je vous rappelle, l'UMI a la possibilité de vous mettre des contrats types à disposition pour vous aider dans la rédaction de ces contrats. Et nous rencontrons également pas mal de sujets autour du bien-être au travail. Et ça entraîne souvent des dossiers pour harcèlement moral, burn-out, stress, manquement à l'obligation de sécurité ou même exécution déloyale du contrat de travail. C'est des points qui reviennent beaucoup plus qu'avant et qui sont
qui représente quand même beaucoup de dossiers, je vous conseille de mettre en place les entretiens individuels. Et une astuce, c'est de le faire par écrit, de transmettre un questionnaire très détaillé dans lequel vous expliquez, vous demandez clairement à votre salarié quel est est-ce que vous vous sentez bien à votre poste, est-ce que vous avez des projections d'évolution, à quel poste, si oui, qu'est-ce qui pourrait vous le permettre, est-ce que vous avez envie de formation, quelles sont vos relations de travail avec vos collaborateurs, avec vos collègues, et quelles sont vos relations de travail, comment sont vos relations de travail avec votre employeur. Si vous disposez d'un document qui indique que le salarié est épanoui à son poste, ça sera forcément plus difficile pour lui par la suite de soutenir que l'employeur est fautif de tel ou tel comportement. Donc je sais que ce n'est pas l'usage dans notre profession, mais il faut vraiment s'astreindre à ce formalisme qui va permettre parfois de vous protéger. Et puis vous verrez, cet exercice est très instructif parce que ça permet de dénouer des situations parfois toutes simples ou de faire progresser un collaborateur à un poste qu'on n'avait pas forcément envisagé. Je vous invite aussi à vous munir des documents obligatoires tels que le DUERP, donc le document unique d'évaluation des risques. L'UMI notamment peut vous mettre une trame à disposition et également d'être à jour des visites médicales auprès du médecin du travail, ce qui vous permettra de démontrer que vous avez mis en place des conditions de travail satisfaisantes pour vos collaborateurs et de vous prémunir des risques que je vous ai évoqués plus tôt. Donc c'est vrai qu'on se rend compte ce qui dessert souvent l'employeur, c'est malheureusement ce qui fait aussi la beauté de notre profession, parce qu'on est dans une profession d'échange, de proximité, on est sur un échange souvent verbal plutôt qu'écrit, et ça c'est les usages de notre profession par rapport à d'autres, mais ça empêche parfois le chef d'entreprise de disposer d'armes suffisantes pour se défendre. Donc je vous invite vraiment à faire cet effort de formaliser et de vous retourner soit vers un cabinet juridique spécialisé en droit social, soit vers l'UMI qui pourra vous accompagner avec beaucoup de modèles et de fiches procédures et un accompagnement juridique. En cas de procès au prud'homme, vous avez droit également à une assistance juridique auprès de l'UMI, ce qui pourra vous aider pour la prise en charge des frais juridiques et une aide pour surmonter ces dossiers. C'est tout prévu et justement le fait de poser ces questions en amont, même s'il y a des tensions évidentes peut-être entre l'employeur et son employé, l'écrit va aussi pouvoir témoigner de la bonne volonté, de la bonne foi. Exactement. Plus que de le protéger au cas où. C'est aussi une démarche, c'est le sens de la démarche qui peut être favorable à l'employeur. Exactement, c'est démontrer qu'on a fait un travail pour s'interroger sur le bien-être de son salarié au travail. Alors parfois, il y a aussi des cas où le conflit intervient entre deux collaborateurs, mais je rappelle encore une fois que c'est à l'employeur d'intervenir en sa qualité d'employeur et de mettre en place des conditions de travail satisfaisantes. Et ce rôle de médiateur, le chef d'entreprise doit l'avoir et donc son intervention est primordiale. Et c'est vrai que s'il y a une trace écrite, ça démontre encore une fois la volonté de l'employeur d'intervenir et de régler le problème et de permettre aux salariés de travailler dans des conditions satisfaisantes. Ou plus qu'une trace, c'est peut-être déjà l'ouverture d'un dialogue. Exactement. Et donc une autre ouverture, une autre suite. Exactement. Peut-être pourrait-on avoir une fiche type de l'entretien, du questionnaire pour l'entretien qu'on pourrait peut-être envoyer oui, mais on pourrait peut-être l'envoyer à nos adhérents comme pour relancer encore plus. Hein, qu'est-ce qu'on pense? Directement. Moi, directement. Ce que je conseille, c'est d'envoyer ce questionnaire à l'avance à ses collaborateurs. Ça leur permet de réfléchir sur ces questions-là, parce que parfois, quand on vous dit à quel poste vous voyez dans 5 ans, vous êtes un petit peu pris de court et vous n'avez pas forcément réfléchi à tout ça. Donc, moi, souvent, ce que je conseille, c'est de l'envoyer à l'avance pour que le collaborateur prenne le temps d'y répondre, il vous envoie une version remplie et puis ensuite, lors de l'échange, lors de l'entretien, vous le complétez en commun avec lui, ce qui permet comme je vous dis, parfois aussi d'avoir des réponses ou d'avoir des orientations sur les perspectives des collaborateurs et ça peut être très positif. Ça fait 2 ans que tu es juge à peu près? Tout à fait, 2023, oui, c'est janvier 2023. Voilà. Et tous les supports sont acceptés pour les validations des horaires de travail. Je veux dire, il y a des choses qui sont contestées, il y a une méthode, il y en a plusieurs. Non, alors en fait, c'est tout type de preuves qui peuvent justifier la réalité des heures. Alors après, que ce soit une pointeuse, que ce soit des plannings signés. Non, ça dépend le fonctionnement de chaque entreprise. Il y en a certains qui utilisent des logiciels de gestion RH, donc des logiciels qui intègrent les plannings. Donc les collaborateurs se servent pour transmettre les plannings, les managers aux différents membres de l'équipe. Et les collaborateurs signent
en ligne sur leur plateforme leur planning, mais ça peut être aussi tout à fait des plannings manuscrits ou un relevé d'heures, mais qui soit contresigné, voilà, mais qui soit contresigné entre le salarié et l'employeur. Et je trouve aussi que c'est plus simple, puisque à la fin de chaque semaine ou à la fin d'une période assez courte, si vous avez une contestation sur la réalité des heures réellement effectuées, je trouve qu'il est bien plus simple de remonter à 2-3 jours à l'avance plutôt que 6 mois après contester des heures. Évidemment, personne ne se rappelle nécessairement de la réalité. Est-ce qu'au bout de 2 ans de mandat du bénévolat, hein, voilà, parce qu'en France, les bénévoles sont très actifs, est-ce que tu as trouvé une progression dans nos secteurs d'activité, plus les horaires, tu disais les heures supplémentaires, mais est-ce qu'il y a plus vers le harcèlement, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets de ce type qui sont liés au bien-être de l'entreprise et il y a notamment sur certains sujets, il y a une réglementation, le barème Macron qui limite le montant des indemnités pour tel et tel sujet, et certains sujets comme par exemple le harcèlement moral, permet de déplafonner des montants d'indemnité. Et donc souvent, c'est aussi des sujets qui sont des points qui sont utilisés. Donc voilà, ce bien-être au travail et tout ce qui peut en découler. Parfois, les inaptitudes, lorsque vous avez une personne qui est en arrêt de travail, mais de droit commun, on peut avoir certains collaborateurs qui demandent une requalification de cette inaptitude qui n'est pas d'origine professionnelle à la base et qui remonte en disant « oui, mais mon problème médical, c'était finalement lié à de l'anxiété, à une surcharge de travail, etc. » Et on nous demande souvent de requalifier une inaptitude qui pourrait être d'origine de l'arythmie cardiaque qui n'a rien à voir, enfin qui peut ne rien avoir avec le travail. On nous demande de le requalifier en expliquant que l'origine de cette maladie pourrait être une source due au stress ou aux conditions de travail. Donc c'est pour ça que là, il est très important de pouvoir démontrer que tout au long de la relation de travail, le collaborateur n'a soit pas fait état d'un problème dans ses conditions de travail ou n'a pas transmis à l'employeur un quelconque mal-être. Oui, alors là, on peut rebondir sur le problème, l'absence de la médecine du travail de recevoir ses salariés. Parce qu'on a des visites toutes les... Alors, il y a des visites... 2, 3, 4, 5 ans maintenant. Voilà, il y a des visites minimum qui sont obligatoires. Après, à l'embauche. Ouais. Et puis après, il y a un suivi. Il faut renouveler les visites, c'est tous les 5 ans. Oui, mais en 5 ans, il peut nous faire tous les problèmes de santé, là. Voilà, mais après, l'employeur peut demander des visites médicales, peut en solliciter et le salarié également. Et vous, le prud'homme, vous ne pouvez pas avoir du poids sur la médecine du travail, leur dire, écoutez, on a trop de cas qui reviennent parce qu'il n'y a pas assez de suivi médical? Parce que nous, on est pris en otage. Hein. On paye notre médecine du travail toutes les années. Et souvent, ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas ce suivi. Et justement, ça peut être aussi utilisé contre le chef d'entreprise en indiquant que si le salarié avait été correctement suivi, un accident ne serait pas intervenu, par exemple. Donc, il faut faire ce travail aussi d'analyser les risques qui sont liés à notre métier. Alors, parfois, c'est un peu bateau. Le feu, ça va brûler. Donc, mais il faut le lister, il faut le mettre par écrit. Et si vous avez des spécificités dans vos établissements, je sais pas, par exemple, des escaliers, ça peut entraîner des risques de chute, etc. Il faut les identifier et mettre en place, mettre à jour régulièrement ce document unique d'évaluation des risques pour indiquer potentiellement les travaux que vous avez mis en place. Vous avez mis en place des rambardes de sécurité, des nez de marche, etc. Ça démontre que vous avez identifié un risque et que vous avez, vous, en tant qu'employeur, vous avez agi pour que ce risque soit le plus minime possible. Parfait, merci beaucoup pour cet éclairage, Gaëtane Ducré. Je rappelle que vous êtes juge, comment est-ce qu'on dit, conseiller prud'homal. Tout à fait. Très exactement. Merci encore. Restez, écoutez bien parce qu'il va être un petit peu question aussi, peut-être plus en termes de prévention avec notre invité tout de suite. Parce que ce n'est pas un secret, les CHR sont de plus en plus nombreux à devoir faire face à des difficultés importantes de recrutement. Un des leviers à actionner, c'est le management. Alors, en quoi un management bienveillant, je dis management, parce que c'est un mot français, management, c'est comme vous voulez, mais voilà, avec Daniel Chavant, on parle français ici, c'est normal. Le management bienveillant peut être un levier stratégique
pour recruter et fidéliser dans un secteur en tension. Alors Patrick Astruc, je rappelle que vous êtes formateur en management et gestion en hôtellerie-restauration. Qu'est-ce qu'un management bienveillant ? Alors, management bienveillant. Management. C'est mes années en Angleterre, désolé. Yes. Management bienveillant, il ne faut surtout pas entendre. On boit des cocktails et on joue au baby-foot. D'accord ? Management bienveillant, c'est ce que vous venez d'évoquer avec l'entretien annuel d'embauche, par exemple, de se dire que, quelque part, on prend soin de nos collaborateurs. Le management bienveillant, c'est de s'assurer et faire en sorte que notre collaborateur s'épanouisse au travail. D'accord ? Il s'épanouisse, il faut qu'il se sente bien au travail et lui donner les outils, d'accord, pour pouvoir bien accueillir les clients et pouvoir également répondre aux attentes de l'entreprise et du patron. Parce que bienveillant, nécessairement, on veille à l'humain. C'est la première clé, la porte d'entrée, c'est ça ? C'est l'humain, c'est-à-dire que le rôle du manager, c'est de créer de la motivation chez le collaborateur et lui donner ses moyens en termes de confiance, en termes de savoir, en termes de bien-être, d'accord ? Il doit faire le travail et nous, on doit l'aider à arriver à ce qu'il puisse faire ce travail dans de bonnes conditions et qu'il se sente fier de ce qu'il fait. Ce qui n'est pas contradictoire avec la productivité, au contraire, ça doit être un moteur. Pas. Nous, on va donner, en fait, c'est pour mettre le collaborateur, que lui ait cette dynamique et ce bien-être. Il faut qu'il ait une bonne image de lui, en fait, pour se dire, je fais bien mon boulot, j'ai un retour de client. Ça, c'est quelque chose qui est formidable dans notre métier. On a un retour client qui est valorisant et c'est ce qui nous permet d'avancer. Mais on peut avoir aussi un retour valorisant du manager qui sera tout autant efficace, voire même plus. Donc, il y a tout un savoir à faire, un savoir d'organisation d'abord. On en a parlé, les horaires tout à l'heure, c'est une organisation, ça fait partie du management. Et après, nous avons aussi un savoir-être et une communication avec nos collaborateurs. C'est un métier qui est pas évident. Ça s'apprend. Et je dis souvent, et le problème, il n'est pas que dans la restauration. Hein. Parlez-en aux hôpitaux et vous verrez le résultat sur les infirmières. Et on peut se poser la question, ce métier-là, il n'est pas appris. On va promouvoir un maître d'hôtel, un sous-chef, un chef de rang également, on va les promouvoir quelque part responsables, mais ils sont des bons techniciens, des gens motivés, ils sont promus, mais ils n'ont pas toujours les outils pour gérer les équipes. Et quelquefois, c'est même le manager qui vit mal la situation parce qu'il ne sait pas gérer les choses. Donc ça s'apprend. Et Jacqueline Amirante, vous qui êtes responsable, donc je le rappelle, de la présidente de la branche restauration à l'UMI 38 avec combien plus de 30 ans de... Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, plus de 30 ans de métier aussi. Cette question est devenue fondamentale aujourd'hui. Elle ne l'était peut-être pas auparavant. Elle n'était pas auparavant, mais je parle juste de mon expérience de restauratrice et comment je fonctionnais pour le recrutement. En fait, il s'agit de restaurants de gamme moyenne. Donc, on a peu de problèmes, moins de problèmes en cuisine pour le recrutement. On va dire que c'est un peu plus fidélisé. Mais par contre, en salle, c'est là où on a de grosses difficultés à recruter. Et surtout, il y a beaucoup de rotation de personnes. Donc, on se retrouve devant un public... Quand on recrute un public qui n'a jamais fait de restauration, qui n'est pas diplômé donc, à qui on doit tout apprendre. On a la chance à Grenoble aussi d'avoir heureusement un vivier d'étudiants, de jeunes qui déjà peut travailler sur les week-ends, qui a besoin de job pour payer son loyer. Donc ça, c'est ce vivier. Donc on a en face de nous des gens qui ne savent pas du tout, qui ne connaissent rien à la restauration. Donc jusqu'à présent, on essayait de repérer dans le personnel des gens qui avaient une appétence pour la formation de ces personnes. Donc, il y a des gens sur place qui sont là depuis longtemps, des anciens, des piliers quand même, et qui ont un protocole à eux, qui n'est pas forcément écrit, de comment on intègre cette personne dans l'entreprise. Donc la transmission, peut-être un peu l'accompagnement entre salariés. C'est déjà. C'est ça. En fait, c'est souvent cette partie-là qui est oubliée par les managers qui sont là pour former, pour encadrer, pour faire grandir les gens. Et pour qu'ils se sentent bien dans le travail. Parce qu'on ne va pas être motivé pour un travail qu'on ne maîtrise pas. Quand on n'est pas bon, on n'aime pas faire. C'est normal. Donc, l'accompagnement est essentiel. Et évidemment, il y a des techniques, il y a une implication. Et
Et Jacqueline nous dit qu'en fait, que quand on forme les gens, eh ben, on a de meilleurs résultats quand on les accompagne. Juste une petite parenthèse, c'est que nous, nos métiers, la formation, il arrive, c'est face au client tout de suite. On ne forme pas l'office. Parce qu'une fois qu'en plus, les machines osmoseurs, ils n'ont même plus à apprendre à laver et essuyer les verres. Donc, et tant mieux. Donc, ça veut dire que c'est devant le client. Donc, le stress, il est quand même important pour le management. Parce que le gamin qui dit c'est pas des carottes, c'est je sais pas quoi, parce qu'il a pas le sens des couleurs. Enfin, je veux dire, dans le client, mais on a eu des choses ahurissantes et on fait face. Le client, il faut rester vous, voilà. Et le gamin, il faut pas lui montrer son incompétence, qu'il est en échec. Donc, c'est pas facile, hein. Exactement. Mais il va falloir construire, en fait. Qu'ils ne savent pas, le gamin, moi, je leur disais, ben, c'est normal que vous ne savez pas. C'est normal. Donc, c'est mon rôle de t'apprendre pour pouvoir répondre au client et être réactif. Et devant le client. Et devant le client. Certaines tolérances du client. Après, il y a de la formation qui peut se faire en amont. Maintenant, ils sont tolérants. Mais il faut les mettre à Ça l'aise. se fait dans d'autres métiers aussi. C'est ça. Et vous avez raison, c'est un stress. C'est un stress pour le manager, parce qu'il se dit, j'ai des jeunes. Mais il faut se dire aussi, c'est un stress pour le jeune. Et donc, c'est moi, le manager, qui dois maîtriser la situation et pour l'accompagner dans ce stress. Donc, c'est vrai que quand on parle de management, il y a de l'organisation, les plannings, les horaires, il y a des règles à respecter, d'accord ? Nous, en tant que chef d'entreprise, on respecte les règles. Il y a des règles aussi pour le collaborateur qui doit respecter les règles, d'accord ? Cadre. Il y a un cadre. Il faut bien dessiner le cadre. C'est ça la partie organisation qu'il faut dessiner le cadre. D'accord ? On le dessine, soit ça clair. Et encore une fois, plus le cadre est clair pour les collaborateurs, plus ils savent ce qu'on attend d'eux. Quand vous disiez tout à l'heure, il faut une fiche de poste, il faut un entretien, eh bien oui, c'est évident qu'on va, on rentre un nouveau collaborateur, voilà pourquoi tu t'engages. Il accepte, il n'accepte pas. Mais en tout cas, il sait pourquoi il vient. Et le cadre doit être très très bien défini. Plus le cadre sera défini, plus ce sera facile de rappeler à nos collaborateurs qui sont en dehors du cadre. Et les collaborateurs, notamment ou potentiellement recrutés, ont aussi leur mot à dire dans le cadre. C'est-à-dire, il n'y a pas... On peut aussi vous écouter dans ce cadre-là. Est-ce qu'elle est là, la bienveillance du management ? La bienveillance, c'est-à-dire, écoutez le... oui, tu interviens, on a besoin de toi, participe à l'organisation, mais dans ce cadre-là, est-ce que c'est facile à faire comprendre ? Ça, on peut l'intégrer. Alors, on va pouvoir demander quelque part à des collaborateurs d'intégrer, de définir aussi le cadre qui nous permette d'atteindre nos objectifs, on est bien d'accord, à partir du moment où on a un collaborateur qui a une certaine connaissance du métier. C'est là que notre management, il doit s'adapter. Vous n'allez pas demander à un jeune qui sort de l'école comment on va faire, comment on réorganise le service. Vous allez le mettre dans l'échec. Vous allez prendre un maître d'hôtel qui a de l'expérience, et donc on va adapter aussi en fonction de la personne qu'on a. On est aussi dans un secteur d'activité, on a la chance d'avoir une progression rapide qui est possible. Contrairement quand même à d'autres secteurs d'activité, quelqu'un qui a envie, qui démontre une envie, une passion, et il va rapidement gravir les échelons. Et je pense que dans notre profession, on n'est pas ennemis de nos propres intérêts, et on sera les premiers à faire progresser quelqu'un qui a envie et qui démontre une appétence pour le secteur d'activité. Donc c'est cette progression qui est possible aussi très rapidement dans notre secteur à un jeune âge, qui n'est pas forcément le cas dans d'autres secteurs d'activité. Donc c'est justement dans ce vivier de jeunes qui ne sait même pas encore qu'il a des capacités, qu'il ne nous a pas encore forcément démontré au début qu'il avait envie, pas forcément. Donc on a un vivier de personnes qui ont monté les échelons, que ce soit en salle ou même un plongeur qui est devenu chef de cuisine, juste en apprenant, en regardant les autres. Et donc vraiment la chose à avoir, c'est d'avoir une équipe soudée et surtout qui apprend des choses. Tous les jours, il faut apprendre quelque chose. Faut que l'employé qui est là, il apprenne quelque chose de nouveau, presque tous les jours, on va dire. Pas de gestes répétitifs qui est sans fin. Mais qui comprennent, parce qu'il ne comprend pas la finalité de ce qu'il est en train de faire. Il faut vraiment lui expliquer les choses de fond. Au départ, c'est des choses pratiques primordiales. Et après, tous les jours, il faut un petit cours de quelque chose pour le stimuler, pour l'intéresser. Il faut qu'il sente la progression, en fait. C'est ça. En fait, quand vous le faites progresser, c'est tout simple, la relation humaine, c'est que vous lui montrez son importance. Vous lui montrez qu'il est important pour vous, et quelque part, si vous lui montrez qu'il est important pour vous, il va vous le rendre d'une façon ou d'une autre. Quelquefois, ça marche pas, hein, il y a des injustices, mais quand vous donnez, vous recevez. Donc vous lui montrez son importance, quand vous prenez le temps d'un entretien, de lui dire comment tu vois ton avenir, comment tu vas faire, vous prenez du temps pour le collaborateur, et
C'est un des outils du management. C'est souvent très bénéfique parce Et oui. on découvre des projets ou des possibilités d'évolution qu'on n'avait pas forcément envisagées. Et souvent, c'est très instructif. Et là aussi, dans ce secteur, on a dû repenser notre management. Ben oui. Parce qu'avant, on était avec une rigueur pédagogique. Le couteau, c'était bien à droite, je caricature, la fourchette bien à gauche, et c'était bien comme ça et pas comme ça. Aujourd'hui, on lui demande d'abord, évidemment, une belle présentation, et surtout d'être gentil, attentif à l'écoute du client. Parce que le client a besoin d'être materné. Parce que le confinement a laissé des choses très, très ancrées encore aujourd'hui. Le client, il arrive à 19h au restaurant, ça n'existait pas avant. Parce qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui le plus vite possible. T'as envie de lui dire, non, c'est un peu tôt là, mais non. Non, mais je veux dire, il a fallu réapprendre aux salariés, leur dire, bien sûr, ton boulot, tu dois toujours le faire dans les classiques, mais le client n'a plus la même exigence, comme disait Jacqueline. Le client, si le gamin est charmant, gentil, gracieux, eh ben, il va oublier que le vin, il l'a mis un peu trop en bas ou trop à gauche, voilà. C'est l'émotion qui joue. Et C'est voilà. l'émotion et la relationnelle. L'émotion et la c'est vrai avec le psychologie. client. Excusez-moi, mais c'est vrai avec le client, mais c'est vrai avec les collaborateurs aussi. Bien sûr. C'est ça, mais parfois, certains ne font pas de psychologie. C'est compliqué, puisqu'il y a des règles, il y a un cadre, mais un manager doit aussi s'adapter aux personnalités. Il y a des personnes, il y a des collaborateurs qui vont être bons quand on leur dit qu'ils sont bons. Et si on leur dit, si on lui fait ressentir qu'il n'est pas bon, il va pas être bon. Et d'autres ne fonctionnent pas forcément comme ça. Donc, est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'écoute, une observation? Certains n'ont pas ça dans le sang pour certains managers. C'est essentiel, puisque on est tous un peu différents. Et nos équipes, dans notre équipe, on a des gens expérimentés, on a des jeunes, on a des caractères différents. Et c'est vrai que le travail du manager, c'est là encore une difficulté, c'est qu'il faut qu'il apprenne à connaître ses collaborateurs. Il faut qu'il apprenne à les connaître. Ils ont des sensibilités. On est d'accord. Et à les gérer dans le stress aussi, puisqu'il a beaucoup de choses à faire, le manager. Oui. Mais c'est pour ça que le manager, quelquefois, c'est un cadeau qu'on lui fait en promotion. Et si on ne lui donne pas les outils, ce n'est pas forcément un cadeau. Parce que vous avez aussi beaucoup de managers qui sont en dépression. Parce qu'ils sont coincés entre le patron et ils ne trouvent pas leur place. Il faut leur donner les outils, ça ne s'invente pas. Et même moi qui ai dirigé des équipes, les formations management, j'ai appris beaucoup quand je me suis intéressé à la formation. D'accord ? On l'a appris sur le terrain, on l'apprend à ses dépens. Comme vous dites justement, on a évolué, ce qui est dommage. On a évolué parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, suivre une formation en management, c'est déjà se donner une première clé de la réussite, vraiment, et mesurer des impacts concrètement. Savoir que ça peut marcher différemment et que tout le monde doit être gagnant. Le client, le patron, le salarié. Sinon, ça ne marchera pas. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à mettre en place des formations à la demande des collaborateurs ou de l'initier directement. Mais les formations, effectivement, en management, ça sert aussi à démontrer qu'on a mis en œuvre, on a mis nos collaborateurs dans une situation qui leur permet de progresser et de mieux appréhender les difficultés. Mais ça peut être également une gestion de clients difficile. Ça peut souvent servir et on le met de plus en plus en place. Et au Prud'homme, c'est notamment un point qui est très important de démontrer que vous avez mis en place des formations pour aider vos collaborateurs. Voilà. Ça, c'est très important. Maîtriser leur travail et sereinement. Donc, Jacqueline, on va dire que la bienveillance, effectivement, c'est un levier qui peut être très efficace et qui gagne à être connu. Et après aussi, même avec beaucoup d'employés, j'avais beaucoup le management aussi par le faire, par travailler avec eux, montrer aussi qu'on sait faire, nous les patrons. Quand on a des employés aussi, c'est sûr. Et donc, faire avec eux, ça, c'est super motivant pour eux aussi. Donc, c'est être avec eux. Être avec eux et faire fait avec équipe eux. avec eux. On fait partie de la même équipe, on travaille ensemble. Très bien. Merci beaucoup à vous deux, à vous trois, à tout le monde de nous en avoir dit plus sur ce secteur qui est effectivement essentiel dans ces métiers, dans beaucoup d'autres aussi. On peut le transposer à beaucoup d'autres professions. Merci encore. Tout de suite, le service compris de Véro. Véronique Soldevilla, chargée des relations adhérents à l'UMI 38. Aujourd'hui, on va parler de ma tenue, par exemple. Hein, qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de fleurs ici aujourd'hui. On a des étoiles de mer qui arrivent dans la tenue professionnelle. Tout à fait. Donc, je vais vous parler de la tenue de travail. Alors, la première règle, il faut savoir que en code du travail, le salarié dispose d'une liberté individuelle de se vêtir. Ah. Donc, quand on Quel qu'il soit ?
Liberté individuelle de se vêtir. Ensuite, on part de ce principe-là. Donc, en fait, quand l'entreprise, certains établissements veulent imposer une tenue de travail pour différentes raisons, la première va être bien sûr d'hygiène et de sécurité, j'entends pour la cuisine. Ça peut être une tenue en contact avec la clientèle ou bien d'ordre commercial, c'est-à-dire on veut une stratégie commerciale dans son établissement et on veut que le personnel de salle ait une tenue identique, tous pareils, c'est ce qu'on appelle l'ordre commercial. Là, l'employeur est en droit effectivement d'imposer des tenues. Mais attention, cette obligation doit être écrite soit sur le contrat de travail, soit sur le règlement intérieur. Donc il faut qu'il sache. D'accord. Et puis surtout, puisque c'est l'employeur qui impose une tenue, à ce moment-là, il faudra qu'il paye la tenue et qu'il l'entretienne aussi. J'entends sur la tenue de cuisine. Là encore, c'est son obligation de sécurité de santé. Donc la tenue de cuisine, la toque, le pantalon spécifique, les vestes anti-feu, anti-coupe et tout ce qui va avec. Et une Charlotte. Oui, toque Charlotte. Et effectivement aussi les chaussures de sécurité avec coque et tout ce qu'on entend. Mais en salle aussi. C'est-à-dire que si effectivement on demande à ses salariés d'être dans une tenue identique, le grand classique, pantalon noir, chemise blanche, c'est une tenue imposée. Donc, il faut la payer, l'acheter et l'entretenir. Concernant l'entretien, il y a deux modes. Soit c'est effectivement rembourser les frais de pressing, de laverie, ou bien c'est l'employeur qui le prend en charge, soit c'est lui qui le nettoie, il a une machine à laver, il le fait dans son établissement, ou bien il fournit la lessive à ses salariés pour qu'ils puissent le faire chez eux. Très bien. La lessive. Oui. Si c'est pas précisé, non. Non, vous avez le choix. Si ce n'est pas précisé, on fait ce qu'on veut. Soit en salle, soit en cuisine. De toute façon, il faudra le mettre sur le contrat ou le règlement intérieur. J'achète les tenues, je veux une tenue imposée et je fournis l'entretien. On a le choix sur l'entretien, mais c'est également obligatoire. D'accord. Redis-moi là, parce qu'il me manque une page dans ce que tu dis. Ah. Tu dis, s'il n'y a pas de tenue obligatoire, ce qui peut, évidemment, donc il peut venir en short, en maillot de bain, en Marcel. Non, Alors, c'est ça. Liberté de se vêtir. Liberté de se vêtir. Alors effectivement, il y a soit on impose, parce que ce que je viens d'expliquer, ou bien effectivement on peut aussi dans le règlement intérieur dire que des certains critères. Non, le sens inverse en fait. Dans le sens Pas inverse. dire ce que tu veux, mais dire ce que tu ne veux pas. Et dans le code de travail... Non mais si Dire je veux non, pas mais de short, faut dire je ne veux pas de short et de Ça n'empêche tongs, pas de- parce que la tongue déjà ça va nous faire trébucher, on pourra pas. Ça, vous pouvez le mettre au règlement intérieur. Je ne veux pas de short, pas de tongs, on passe à ça. Pour un serveur. Mais il n'empêche que le salarié reste quand même dans sa liberté individuelle. D'accord, pas de short, pas de tongs, mais je peux mettre des nu-pieds, je peux mettre des baskets, je peux mettre un pantalon, ça. je peux mettre une jupe. Mais ça a toujours Alors que l'autre, on existé, ça impose. Pardon? Ça a toujours existé. Oui. Mais Et le qu'est-ce code qu'il de fout à travail Paris, quoi précise des tenues décentes ou est-ce qu'il y a justement des... Peu importe ça. Non, le principe de base, c'est que le salarié dispose d'une liberté individuelle pour se vêtir. Donc forcément, dans beaucoup de règlements intérieurs, on va interdire le short et la tongue, ou le marcel, oui. Qu'est-ce qui peut se passer donc si on oblige et on fournit des vêtements de travail, cuisine, salle, Oui. et qu'on demande à chaque personnel de laver, de s'en occuper? C'est faisable, à ce moment-là, vous devez payer la lessive. Juste la lessive. Oui. Et il y a un tarif, donc... Alors c'est l'employeur qui va évaluer, en fait. Il y a combien de tenues de travail? Si c'est 5 tenues parce qu'ils se changent tous les jours, donc peut voilà, donner c'est en une nature. machine. C'est soit fournir la lessive. Alors, En vrai, quand on dit on peut fournir utiliser- à la lessive, c'est soit physiquement, soit effectivement sur la fiche de paye. C'est-à-dire, à la D'accord. fin de l'année, vous mettez une prime lessive Ok. qui équivaut à 3 bidons, 2 bidons, ce que vous voulez. D'accord. Là encore, comme toujours, il faut rester, je reviens à ce que disait Gaëtan, il faut toujours rester sur des traces écrites. Ok. Parce que c'est une obligation. Eh bien, merci. On va débattre hors antenne sur ce sujet. Et tout de suite, la question du mois avec Gaëtane. Avec Gaëtane Besson-Chavant, directrice de l'UMI. On va parler de quoi? De protection juridique aujourd'hui? Oui, alors tout à fait, parce qu'un de nos adhérents nous a posé la question, parce qu'avec l'adhésion à l'UMI, une protection juridique est comprise et qui nous demandait comment ça marche. Ben voilà. Quelle est cette protection juridique? Qu'est-ce que j'ai comme droit avec et comment ça fonctionne? Elle est facultative ou... Elle est obligatoire, Elle est obligatoire. dans l'adhésion. Alors déjà, vous avez le moindre problème, quoi qu'il arrive, d'accord? Je dis toujours à l'UMI, quelle que soit votre question, vous appelez Véronique.
Oui, voilà. Si elle ne sait pas faire, elle vous le dira, mais elle a tout un panel d'interlocuteurs qui lui permet de pouvoir répondre aux différentes questions. Ça permet aussi, vous avez un problème, c'est Véronique, et Véronique vous dira « Ah, tiens, là, on peut activer la protection juridique. » La protection juridique, elle peut être activée, par exemple, quand, du coup, vous êtes, comment on dit, au prud'homme, vous êtes en conciliation prud'homale, je ne trouvais plus mes mots. Là, vous allez pouvoir avoir Véronique qui va vous mettre en relation avec des personnes de la protection juridique et qui vont pouvoir vous indemniser les frais d'avocat que vous allez avoir lors de ce prud'homme. Vous avez un problème avec votre bailleur, vous avez un problème avec votre fournisseur, vous avez qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme problème, voilà, c'est essentiellement ça. Donc en fait là ce qui est intéressant c'est que vous n'allez pas avoir à chercher dans vos papiers, vous avez un problème, vous appelez Véronique et derrière si ça peut être pris en charge par la protection juridique, elle vous le dira et elle fera le lien entre vous et la protection juridique, les juristes non, je ne sais pas du tout à Paris, soit à Romorantin. Oui, c'est ça. Du coup, voilà. Sachant parce qu'ils ont souvent peur, je m'excuse de cette précision, d'avoir à subir l'avocat de Paris, entre guillemets. Si non, tu... ils doivent choisir leur avocat. Non, mais voilà, ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. C'est une prise en charge des frais d'avocat. Voilà. Donc, et puis, s'il y a besoin juste d'un courrier d'un juriste, la protection juridique peut s'en occuper. Donc voilà, le réflexe, quoi qu'il arrive, on appelle Véronique. Très bien. Voilà. La question du mois. Véronique. La réponse, c'est Véronique. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision, Gaëtane. Et tout de suite, les tendances du mois avec Chou. Bonjour, comment ça va? Eh ben ça va super. Des petites étoiles de mer. Écoutez, on est au mois d'août, voilà, c'est les vacances. C'est ça, la liberté de nous vêtir et aux couleurs de l'été, c'est magnifique. Exactement. Et pourtant, on va parler de quelque chose qui peut diviser ou pas. Et en tout cas, il faut vivre avec son temps et donc vivre avec l'IA. Absolument. L'intelligence artificielle dans l'hôtellerie. Voilà, le sujet sur cette chronique, c'est vraiment... un sujet de philo, hein, de l'épreuve du bac. Vous avez 1 heure ou plutôt 3 minutes avec Chou, on y va. Alors, c'est donc l'intelligence artificielle qui révolutionne pas mal de secteurs, dont celui de l'hôtellerie-restauration. Alors, aujourd'hui, on va vraiment parler sur le volet de l'hôtellerie et se rendre compte que l'IA peut transformer, grosso modo, 3 sujets en hôtellerie. Le premier sujet, c'est l'optimisation des réservations et la gestion des annulations. Parce qu'en fait, l'IA, elle peut améliorer, je dis bien peut, améliorer l'occupation des chambres. Voilà, donc elle, grâce à des algorithmes en fait sophistiqués, elle analyse des données et elle permet d'ajuster le tarif en temps réel en fonction des demandes ou encore des événements locaux. En fait, ce type de technologie, elle analyse l'historique des réservations, le comportement client et également la tendance du marché qui pourrait proposer des stratégies de tarifs optimales. C'est ni plus ni moins ce qu'on appelle le yield management. L'avantage, il est double parce qu'en fait, les hôtels augmentent leur taux d'occupation et optimisent leur RevPAR en ajustant les tarifs. À noter, une petite étude américaine a montré que l'utilisation de l'IA pour la tarification dynamique améliore les revenus au global de 5 à 10%. Donc, il faut quand même l'avoir en tête. Également, l'IA, toujours dans la notion d'optimisation de réservation, elle peut prédire également les éventuelles annulations. Parce que, encore une fois, en analysant les comportements des clients, elle estime le risque d'annulation et de fait minimise les pertes pour l'hôtelier. Le deuxième sujet, c'est la personnalisation de l'expérience client. L'IA, elle donne la possibilité aux hôtels de personnaliser grâce à l'analyse de préférences et comportements clients, ce qui peut laisser place à un séjour sur mesure. Donc ça peut être via l'automatisation des services et des chatbots, donc ce qui permet aux clients d'être en interaction perpétuelle avec l'IA. Donc voilà, j'ai une question sur des réservations, voilà, et du coup vous avez un service continu, vous pouvez échanger avec l'IA en permanence quand vous êtes client. Via également la gestion des préférences clients, donc on analyse le type de chambre que préfère le client. On analyse ses exigences alimentaires et aussi, pourquoi pas, le réglage de température en chambre pour ce client-là, ce qui vous permet de créer une fiche client et correspondre directement aux critères du client.
Donc ça, c'est Mais vraiment... à condition de connaître le nom du client, de lui avoir demandé quelque Absolument. chose En fait, auparavant. c'est l'IA. Bien souvent, l'IA, elle est intégrée dans des logiciels hôteliers. Et de fait, en fait, le référencement se fait. On a aussi d'autres outils avec l'optimisation du service en chambre, encore une fois, pour répondre à une expérience client très poussée. Alors voilà, ça peut être le service de la couverture. Voilà, on sait que madame, monsieur, quand ils descendent dans cet hôtel-là, veulent toujours un service de couverture. Il suffit de lui par demander. Non. Alors, on peut lui demander, mais pour le coup, quand vous êtes dans un gros établissement, où vous n'avez pas nécessairement formé votre personnel, ça peut être un outil. On a aussi la notion d'expérience immersive. L'IA aide et accompagne à ça. Donc, vous pouvez mettre en place pour vos clients la visite virtuelle de votre établissement grâce à l'IA. Et s'il tape dans le moteur de recherche qui veut aller voir le salon côté jardin, eh bien, il aura accès au salon côté jardin. Et ça renforce aussi la fidélité de satisfaction via des programmes clients. Parce qu'en fonction de ses habitudes de consommation et de ses préférences, eh ben, on peut proposer des récompenses à son client, le fait d'être venu, etc. Donc c'est une histoire de référencement, ni plus ni moins, mais voilà, proposé dans le cas de logiciels hôteliers qui ont de l'IA à l'intérieur. Le troisième sujet, c'est l'analyse des avis clients pour une amélioration continue de service. L'IA analyse les avis des clients en ligne pour identifier les points forts et puis peut-être les points à améliorer au sein de l'établissement. Et maintenant, ça se fait de manière rapide, en temps réel, et ce qui contribue à une réputation en ligne soignée. C'est-à-dire qu'on n'attend plus un droit de réponse à 3 jours, mais il est bien là en immédiateté. Alors, la conclusion, c'est que... Pardon, sur les avis, est-ce qu'il faut toujours aussi pondérer? On sait que c'est tellement important pour beaucoup, mais qu'il n'y a aucune fiabilité sur la sincérité de cet avis. Honnêtement, c'est on y accorde vraiment... peut-être trop d'importance aujourd'hui. Ce sont des choix d'entreprise. Voilà, que de répondre ou pas aux avis de clients. Voilà, ce sont des choix, vraiment. Et là-dessus, on ne peut pas porter de jugement. Il y a des restaurants, des hôtels, enfin surtout des hôtels en l'occurrence, puisqu'on parle d'eux, qui font le choix de répondre rapidement et d'autres pas. Voilà, c'est quand même une recommandation de répondre à des avis clients. Mais voilà, c'est vraiment au choix de l'entrepreneur. Il reste encore la possibilité d'avoir un choix. Oui. Je suis contente. C'est une bonne chose, mais Daniel. Donc il reste un peu d'intelligence conclusion, naturelle. Voilà, parce que... L'intelligence artificielle, elle peut s'imposer comme un outil très pertinent pour l'hôtellerie. C'est un fait, d'accord? Elle favorise l'expérience client, elle optimise les opérations et réduit les coûts. Mais cependant, Daniel, l'adoption de cette technologie, elle doit être réfléchie, d'accord? Avec une intention particulière portée à la protection des données, dans un premier temps, et par-dessus tout à l'accompagnement des équipes face à cette automatisation. Voilà. Et ça doit se faire en pleine conscience, on doit former les équipes, on n'arrive pas comme ça en disant super, je prends un logiciel, tac, 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 mon hôtel va fonctionner. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc oui, l'IA est là. C'est même pas facile. Elle propose des avantages qui sont tout à fait compétitifs, mais en revanche, elle doit être utilisée de manière responsable. Merci beaucoup. En tous les cas, je peux vous dire qu'on pourrait avoir une petite lucarne dans la télé, là, voilà, dans l'écran, où on voit le visage de Daniel. Oui. En fait, je pense que ça ferait une rubrique en soi. Il nous reste peut-être encore la possibilité de réagir. Il faut en profiter parce que après, on va être tout. Tout à fait. Oui, alors en cuisine aussi, le cuisinier a qu'à taper menu de Pâques, produits locaux de l'Isère, il va avoir le menu. Alors le seul problème, c'est qui va le préparer le menu. Et c'est pour ça... Tout le monde aura le même menu. Tout le monde aura Ce qui est le même menu. intéressant, c'est que ça, Daniel, c'est pas l'IA. Ah voilà. Et ça, Voilà. c'est pas l'IA. Voilà. Et ça, c'est pas l'IA. Donc Voilà. après, voilà. Vaste sujet, Mais après, peut-être dans une prochaine chronique. Mais voilà. Non, mais bien sûr, nous avoir alertés, on va faire le mois d'août avec ça. Oui, mais pour les menus aidés avec les tendances, quelles sont les tendances du moment, c'est bien aussi quand les tendances sont créées par l'inspiration et par la volonté, oui, mais on c'est va ça. tuer, Lucille, ça. Voilà. Il n'y aura plus de passion, de créativité. Le chef, il va taper là-dessus et puis il va dire... Mais ayez confiance en vos équipes. Oui, tout à fait. Sur l'hôtellerie, voilà. Et sur la petite récompense donnée aux clients fidèles d'un hôtel qui peut être d'ailleurs choisi en fonction de ce que Encore le une client fois, aura. ce sont des aura tendances. entré parmi ses Chacun est préférences. libre. Mais Ce c'est sont quand des même- tendances. c'est quand même un Parfait. secteur- Non, mais là, il y a quand même quelque chose d'important. C'est un secteur qui risque d'être excessivement robotisé, quoi. Entre l'IA et le reste, le client va arriver dans un hôtel, même de luxe, il aura sa carte, le bloc, il monte, tac, machin, il va ne voir plus personne. Plus personne.
Non mais Voilà. oui mais Est-ce que c'est peut-être l'humain qui fera la différence? Il faut quand même le savoir. Rendez-vous dans 25 ans reste sur un ce outil. plateau, on en reparlera. Merci beaucoup encore de votre fidélité à tous auprès de vos adhérents, bien sûr. Et merci encore à vous tous de votre écoute. Très, bon très été. bel été encore. À très vite. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Merci de patienter.